C'est Finalement, ça. vous lancez ce process de diagnostic. Oui. Le diagnostic tombe avec un TDAH. Ah oui, mais pas que. Pas que. C'est-à-dire que Allons-y. non, bah non, on a Sinon, ce pris le serait pas pack drôle. trouble d'anxiété et d'opposition. Ok. #TDAH. Ce trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité est défini par des symptômes d'inattention associés ou non à des symptômes d'hyperactivité motrice et d'impulsivité. Hashtag TDAH, le podcast des dispersés hyperactifs qui parlent de leur singularité. Hashtag TDAH. Classé dans les troubles du neurodéveloppement, ce handicap est souvent caricaturé comme un manque de volonté, une simple hyperactivité, une petite difficulté d'attention. Cette différence invisible est beaucoup plus nuancée. Elle a des conséquences tant dans la sphère professionnelle que la sphère personnelle. Diagnostiqué sur le tard, on parle souvent d'une claque. Celle de mettre en mots un décalage de parfois plusieurs décennies. Puis vient le temps de l'observation et de la prise de conscience. Des outils sont mis en place pour tenter d'apprivoiser, voire de dompter la structure de son fonctionnement. Et puis il y a le quotidien puissant, intense, émotif, sensible. Ça déborde de vie. Ça passe du rire aux larmes. Et c'est aussi des situations burlesques. L'autodérision est ici un chemin pour s'accepter et transformer cette singularité en force. C'est ce que j'ai à cœur de vous proposer avec mes invités. Belle écoute. On parle aujourd'hui de parentalité avec notre invitée Kate qui va nous témoigner son expérience de parent puisque ton fils Tristan a été diagnostiqué à 14 ans. Est-ce que tu peux déjà nous raconter quels ont été les signes qui vous ont poussé à aller vers ce diagnostic, à vous dire peut-être qu'un diagnostic TDAH serait utile? Alors, bonjour Mathilde, et merci de me recevoir et de enfin me permettre en tant que parent de partager ce lourd poids. Ouais. Parce qu'il faut être honnête. C'est vrai. D'avoir un enfant TDAH sans le savoir, puisque comme tu l'as dit, mon fils s'appelle Tristan. C'est un garçon merveilleux, évidemment. Donc il a été diagnostiqué à 14 ans. Et en fait, au lieu de te dire les signes, je te dirais les gens. En fait, Tristan a une sœur, donc de 5 ans, son aîné. Il était extrêmement différent, mais ça, je pense qu'on va y revenir, de sa sœur. Mais dans mon entourage, jusqu'à une période de ma vie, le TDAH, je ne connaissais pas. Et en fait, j'ai rencontré il y a maintenant plus de 6 ans une personne qui est devenue mon amie, dont le fils était TDAH et qui, au fur et à mesure de nos interactions, s'est dit « c'est bizarre, ton fils me rappelle énormément le mien ». Donc on l'entend une fois, elle explique, on l'entend 2 fois, elle explique. Et puis moi j'ai commencé à me renseigner sur ce que pouvait être le TDAH, mais il y avait encore des choses, on peut dire des zones d'ombre. Parce qu'il n'avait pas un comportement qui était exclusivement, si on peut dire exclusif, hein, bien sûr, de ce que me rapportait mon ami. Des entretiens que j'ai pu avoir, enfin des entretiens ça fait très pro, mais des échanges que j'ai pu avoir avec son fils, donc qui à l'époque avait une vingtaine d'années, puis qui parlait très très facilement en fait de son symptômes. D'accord. Et là on ne voit pas, mais je mets évidemment plein de guillemets. Voilà. Donc ce qu'elle nous disait à ce moment-là, et ce qu'on avait vu en tout cas, c'était les crises de colère. L'intensité des crises de colère. L'intensité des crises de colère. J'irais même plus que ça, puisque Tristan est très fort pour dégonder les portes de sa chambre. Okay. Il était très fort aussi pour martyriser ses livres avec des tournevis, pour taper dans les murs. Voilà, donc on parle d'une certaine violence physique, mais on parle aussi d'une certaine violence verbale. Alors c'est vrai que 14 ans... beaucoup de parents te diront
c'est l'adolescence, mais sachant que ça avait commencé à ses 3 ans, Ouais. là on n'est plus du tout dans ce cap-là. Et aussi des moments où il n'entendait pas ce qu'on lui disait. En tout cas, c'était pas l'impression qu'on avait. Il était perdu dans ses pensées. Donc tu répétais beaucoup les choses, c'est-à-dire que... Je répétais beaucoup les choses, ce qui était extrêmement fatigant pour nous, en tant que parents, avec cette impression de ne jamais trouver la bonne façon de les exprimer, sur laquelle il y avait beaucoup de frustration, en fait. Oui, c'est-à-dire que si on est dans un modèle d'éducation de proximité ou positive, on va prévenir l'enfant, 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes. En tout cas, on va essayer de suivre quelques règles de pédagogie, on va dire, classiques en ce sens. Et puis finalement, ça marche pas. Parce que j'imagine que vous avez dû chercher et trouver des outils pour essayer d'améliorer la situation, parce qu'un enfant qui n'écoute pas, c'est un enfant qui va s'habiller dans l'urgence, qui va, je pense par exemple aux horaires d'école, tu vois, c'est finalement quand c'est timé que tu as une situation de crise qui peut arriver, et puis puisque tu vas le sortir de son monde, la colère, elle peut monter très très vite sur des temps comme ça de densité du temps. Ça te parle ? Oui, c'est complètement ça, et il y avait aussi à partir du moment où il avait décidé que c'était non, le faire changer d'avis, malgré, j'entends bien le mot pédagogie que tu as prononcé, c'était extrêmement difficile. Ouais. Et avec un paradoxe qui était assez énorme, c'est-à-dire que aux yeux de tous, Tristan était un enfant parfait. Voilà. Il y a un petit détail quand même. On en reparle. Et par contre, à la maison, c'était l'enfer. Ok. Donc il y avait un contraste entre ce qui pouvait se passer à l'école ou chez des amis, ou en activité extrascolaire, et puis à l'intérieur du foyer. Ouais, tout à fait. Alors je dis à quand même un petit détail près, c'est que pendant sa scolarité, il devait être en petite classe, je sais pas, il devait avoir 8-9 ans, où j'ai retrouvé dans mes archives une convocation, un entretien avec sa maîtresse qui nous expliquait que il était extrêmement agité. Physiquement ou physiquement okay. Ouais, physiquement. Ouais, il avait du mal à se canaliser. Il intervenait beaucoup en classe, mais toujours avec beaucoup de gentillesse, contrairement à la maison. Mais en tout cas, il intervenait très souvent, ce qui était perturbant forcément pour la maîtresse, pour sa tenue de classe. Voilà. Et qui frustrait énormément Tristan, puisqu'il revenait, où là, il avait un sentiment de colère à la maison, enfin qu'il exprimait, de ne pas avoir pu justement s'exprimer en classe, de ne pas avoir contribué, de l'injustice, voilà. Donc il emmagasinait en fait toute la journée, et moi je faisais, alors sans savoir à ce moment-là, pendant des années, le paradoxe avec les pleurs de décharge des nourrissons. Ouais, le parallèle, ouais. Voilà. Moi je savais pas ce que c'était, enfin voilà, on savait pas, 14 ans, voilà, entre 3 et 14 ans, ça a quand même été super violent. Et donc, je me disais, mais en fait, la maison, c'est les pleurs de décharge, quoi. Ouais. Toute la tension qu'il a... Enfin, en tout cas, ce schéma, moi, je le voyais comme ça. Je comprenais pas pourquoi, mais je le voyais comme ça. Il est à la maison, et à la maison, c'est le défouloir. Voilà. Donc, c'est toutes ces petites choses-là, du regard de mon ami, de son fils, où je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Alors moi, j'ai eu un accident de vie, j'ai fait un burn-out 1 an avant son diagnostic, où du coup, j'avais aussi le regard de ma psychologue, où je lui ai expliqué, puisque moi, je culpabilisais énormément de ne pas avoir une relation douce avec mon fils. Et donc, elle a même pensé que c'était un enfant tyran. Okay. À un moment donné. Qui est une autre caractéristique, qui est une caractéristique qui n'est pas liée au TDAH, qui est un profil d'enfant. On ne va pas détailler là-dessus, mais peut-être pour aller très rapidement, l'enfant tyran, on va dire qu'il est... c'est comme s'il avait 2 personnalités, avec une tendance à manipuler. En tout cas, il a compris très vite les jeux de la manipulation, et il peut être enfant modèle à l'école et enfant tyran chez lui.
Donc c'est le contraste des différents comportements qui pourraient pousser vers cette hypothèse. Finalement, ta thérapeute, suite à ton burn-out, te donne des éléments. Et quand est-ce que vous décidez avec ton compagnon, en tout cas en tant que parent, quand est-ce que vous décidez de faire ce diagnostic-là? Est-ce que vous étiez raccord déjà là-dessus avec le papa? Le papa de Tristan et moi, nous sommes séparés, divorcés depuis plusieurs années. Moi, j'étais convaincue que Tristan était TDAH, au vu de tout ce que je t'ai expliqué, les lectures, les rencontres, etc. Et son papa, non. Mais comme j'avais fait le burn-out et que je voulais absolument avoir des clés dans mon environnement, j'ai semé l'idée, que ce serait une bonne chose pour Tristan et pour nous de savoir en fait s'il y avait des outils qui puissent nous aider tous les trois, malgré le fait qu'on soit séparés. Donc là, il y a eu 6 mois de travail au corps. Donc, papa de Tristan, si tu m'écoutes, voilà. Une petite dédicace. Petite dédicace, exactement. Il n'y a pas de jugement quand je dis ça. C'est pas facile. Alors moi, j'ai pu entendre quand même pas mal de femmes, de mamans parler du diagnostic. Et elles parlent quand même toutes d'une certaine réticence du père, séparé ou pas d'ailleurs. Je serais curieuse d'avoir le retour des papas. Ce que je suppose, c'est qu'il y a une peur d'enfermer son enfant dans une étiquette. Il y a peut-être une peur aussi d'admettre qu'on a un enfant anormal. Tu vois, c'est quand même assez tabou finalement d'admettre cette réalité-là. C'est parfois difficile de l'accepter. C'est une manière de se protéger, donc il n'y a pas de jugement quand. Non, il n'y a pas de jugement. Et je pense qu'il y avait aussi autre chose, c'est-à-dire que Tristan surtout son papa, a dû le maîtriser physiquement dans ses crises de colère, pour pas qu'il soit violent contre lui quand il était plus jeune. Et contre les autres, sa sœur, principalement. Donc, il a dû intervenir physiquement pour le maintenir. Et ce qui était très dur, parce que complètement contre ses valeurs à lui. Et possiblement, puisque ça, j'en ai jamais parlé avec lui, mais ce que le connaissant quand même plutôt bien, il y avait aussi peut-être de devoir se dire qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Est-ce que je me suis trompée? Ouais, c'est ça. J'ai fait avec ce que je savais, et finalement, si c'était pas ça, la bonne solution. Oui, parce que tu vois, les parents que j'ai pu écouter, en tout cas, ce qui remonte, c'est que c'est des profils d'enfants où le corps à corps est nécessaire. Oui, mais c'est pas du tout. Je sais pas si tu t'imagines, on est quand même dans une société où mon fils, très tôt, a été capable de me dire, mais si tu portes la main sur moi, j'appelle la gendarmerie. Ouais. Voilà. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Et en même temps, tu vois, les retours que j'ai, c'est que c'est des enfants, ne serait-ce que quand tu répètes les choses, si tu les touches pas à l'épaule pour leur dire « Est-ce que tu m'as entendu ?» Là, on est première strate soft, tu vois. Oui. Regarde-moi dans les yeux et est-ce que tu as bien entendu ce que je t'ai dit? Est-ce que tu es OK? Est-ce qu'on fait comme ça? Oui. Déjà, ça, c'est la première étape. Mais sur les phases de crise qui sont assez impressionnantes, le fait, ne serait-ce que de les contenir ou de les écarter parce qu'ils se mettent ou en danger ou ils mettent en danger, c'est une forme de corps à corps, une certaine forme de violence, même si j'aime pas ce terme, mais une sorte d'intensité dans le corps à corps qui est assez tabou en tant que parent. D'autant plus pour notre génération. Notre génération, c'était complètement ça. Il ne faut pas oublier que nos grands-parents, c'était un coup de martinet. C'est ça. Voilà, moi j'ai pris même pas si loin que ça. Ma mère, c'était les revers de main avec des balles plein les mains. Maman, je t'aime, mais voilà. Donc on voulait surtout pas reproduire ça. Voilà. Donc il y a une forme de tabou autour de ça. Et pour le coup, alors moi je l'entends en off, tu vois, dans tous les échanges que j'ai sur ça. Oui. Donc, en tout cas, au bout de 6 mois de travail au corps, comme tu le dis, finalement, vous lancez ce process de diagnostic. Oui. Le diagnostic tombe avec un TDAH. Ah oui, mais pas que. Pas que. Allons-y. Non, bah non. Sinon, ce serait pas drôle.
Troubles d'anxiété et d'opposition Ok. en plus. Tu peux nous en Donc, dire un petit peu plus? troubles d'anxiété, par exemple, j'ai pas fermé la porte, je ne sais plus si j'ai fermé la porte. Maman, tu dois aller vérifier que j'ai fermé la porte. Je ne pourrais pas, enfin voilà, je vais pas vous le faire, voilà. Mais ça peut durer et malgré tout ce qu'on a mis en place, c'est encore là. Ok. Voilà. Je pars en vacances. Là, c'est tellement simple de décrypter avec le recul en fait. Tristan il part toujours d'ailleurs en vacances avec son papa à l'étranger 1 semaine par an. Et pour son papa et sa compagne, c'était l'enfer. Mais au regard du TDAH et de ce trouble d'anxiété, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se déplaçait, il était en suradaptation des gens, du bruit, de l'endroit. De la nouveauté. De la nouveauté. Et sauf qu'il était dans un groupe où il fallait suivre et que toutes les fins de journée, c'était le désarroi et la violence la plus totale, même en vacances, quoi. Donc parce que voilà, il y avait ce trouble-là qui était là en plus. Et sur l'opposition, là on est vraiment sur une capacité à négocier hors pair. Ah mais alors, mon fils il est dans une formation commerce, mais qu'est-ce qu'il est bon! Il est même meilleur que moi, sûrement, pourtant qui était ingénieur commercial pendant 5 ans, directrice commerciale pendant 5. Il est meilleur que certains des ingécos que j'ai eu à gérer. Il est trop bon. Voilà. Ouais. Donc, il a trouvé sa voie. Donc là, c'est un peu je le dis avec un grand sourire parce que c'est sa force aussi. C'est-à-dire qu'il a un don, cet enfant. Adossé à une empathie, mais exponentielle, qui est vraiment importante. Il aime profondément les gens. Et c'est un super négociateur. Ouais. Voilà. Donc, c'est une vraie force. Donc peut-être en tant que parent, le trouble de l'opposition, ça va être tu poses une limite, tu poses du cadre et finalement le cadre ou la limite est sans arrêt grignoté et puis à l'usure. La répartie, surtout s'il y a des accords entre les parents, la répartie de l'enfant va se saisir des failles pour négocier, pour rediscuter. Et la répartie, le langage déjà est extrêmement développé très tôt. Et la structure, j'entends les structures de phrases, le vocabulaire, tout ça. La syntaxe, c'est un enfant qui va avoir une répartie et une mémoire pour te renvoyer quand t'as pas été congruent, que t'as pas tenu tes promesses. Donc c'est une capacité intellectuelle de répondant qui est assez impressionnante. Ah oui, et très culpabilisante, très fort. Voilà, la manipulation est là. Et nous, en plus, en tant que couple séparé, il a joué sans arrêt pour pouvoir arriver à ses fins sur cette position-là. Okay. Et là, je parle à tous les parents qui seraient séparés et avec des enfants TDAH. Il faut impérativement être raccord et pouvoir s'appeler pour échanger sur tel ou tel fait, parce que sinon on tombe dans des travers de il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, et c'est dangereux pour l'enfant de plus du tout avoir ce cadre, même si dans son approche il était très violent, parce que comme il savait lui que nous on parlait entre nous, il allait dans l'opposition multipliée par nul par rapport à ça. Voilà. Mais ça nous a sauvés de la possibilité de faire un diagnostic et après de l'accompagnement aussi qu'il y a eu derrière, parce qu'on s'entendait très bien, même si on est séparés, on est toujours les parents de nos enfants et on le restera tout le temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, pouvoir discuter, être raccord, et pas devant lui, pas devant ses enfants qui de toute façon ont une telle sensibilité aussi, parce que ça on l'a pas mentionné, mais voilà, moi, Tristan c'était comme un chat, genre rentrer dans une pièce et il ressentait tout ce que je pouvais moi ressentir. J'avais beau mettre un masque, il le voyait et il en jouait forcément. Voilà, ça c'est important. #TDH. Comment tu as vécu le fait que le diagnostic soit posé, et comment ton fils a réagi parce qu'à cet âge-là, j'imagine que vous en avez parlé.
Comment Ouais. a réagi le trio familial à l'annonce de cette nouvelle? Alors, pour moi, c'était une libération. Voilà, parce que comme je suis Madame Process et Madame Outil, ça allait pouvoir me donner À manger? à manger et puis vraiment des outils pour pouvoir améliorer l'échange avec Tristan, son éducation. Et puis moi, j'ai toujours cette volonté de faire une force de ce qui peut être considéré comme une faiblesse pour les autres. Donc pour moi, ça n'était qu'un acte, voilà, une libération, on fonce vers la suite. Pour son papa, on en a discuté après, il a mis 15 jours à l'accepter. Ça a été très dur, parce que pour lui, c'était un choc. Il n'avait pas eu tout le cheminement intellectuel, recherche que moi j'avais fait quand même. Hein. Donc, autant pour moi, c'était une évidence, autant pour lui, ça a été une vraie tempête, un vrai ouragan. Mais c'est quelqu'un de très pragmatique et de très aimant. Donc, il a fait, au bout de 15 jours, le switch, ok, on fait ce qu'il faut. Ok. Pour Tristan, je ne dirais pas que ça lui a donné des clés de compréhension immédiatement. Il ne voulait pas être considéré comme quelqu'un de différent des autres enfants. Alors, il n'y avait pas cette notion dont on te met dans une case, mais c'était ouais, je veux pas être différent. Voilà. Donc on n'en parle pas, donc j'en parle pas autour de moi. J'en parle pas autour de moi dans un premier temps. La quatrième de la famille, sa sœur, n'a pas compris ce que c'était. Donc on leur a acheté des livres, des BD à tous les deux pour expliquer avec des mots d'enfant voilà ce que ça pouvait représenter. Mais elle trouvait juste qu'il était turbulent, il était insolent, qu'il ne nous respectait pas et que ça continuait. Voilà. Elle, dans un premier temps, en tout cas, ça n'a rien déclenché pour elle. Et au fur et à mesure du temps, pour Tristan, je dirais qu'après ce premier temps où je ne veux pas être différent, il a eu un temps d'ouverture au moment où on a mis des choses en place avec sa psychologue et après la médication, etc. Et là maintenant, donc il a 15 ans et demi, il essaye encore de ne plus en parler. Donc on a eu une ouverture de 18 mois, voilà, où on a pu travailler ensemble. Et où là maintenant, de nouveau, alors je pense qu'il y a l'adolescence aussi qui est dedans. Le fait que moi j'en parle facilement, puisque je suis moi aussi en détection, puisque j'ai appris que les chiens ne font pas des chats et qu'a priori, il y avait un de ces deux parents qui pouvait être concerné, voire un ou plusieurs de ses grands-parents. Et donc moi, j'ai aucun problème à en discuter avec lui. Et il a du mal à comprendre que je dise que c'est une force. Okay. Que quel que soit le diagnostic, c'est une force. Donc il y a vraiment eu ce cap d'ouverture qui est en train de se réduire. Mais maintenant que je sais comment le prendre, la graine est plantée et on va continuer à travailler sur ses forces plutôt que sur ce que lui peut considérer comme des faiblesses, et qui le sont dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, quand on a un TDAH avec trouble d'anxiété, d'opposition, avec la vitesse à laquelle tout défile, c'est très compliqué. Justement, tu parlais d'un accompagnement et d'outils, de process. Qu'est-ce que vous avez eu une guidance parentale avec la psychothérapeute? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la manière dont vous avez été accompagnés et ce que vous avez mis en place avec Tristan? Ouais. Alors donc, on a tout de suite recherché une psychologue qui était spécialisée dans l'accompagnement des enfants TDAH. Et en parallèle de ça, il y a eu des échanges. Nous, on était suivis par le MPEA Saint-Éloi à Montpellier. Et on a fait partie d'un groupe qui s'appelle Barclay pour les parents, pour comprendre les mécanismes du TDAH et les outils qu'ils pouvaient mettre à notre disposition en apprentissage, et aussi l'échange avec les autres parents de ce qu'ils avaient fait, voilà, de l'incertitude que ça pouvait donner, parfois la colère, enfin voilà, tout un tas de choses. Et pour Tristan, ça a été aussi jusqu'à la médication. Okay. Donc le parcours, il n'a pas été simple. On a choisi la psychologue parce qu'elle nous proposait en fait un échange qui soit des temps partagés uniquement avec Tristan et une semaine sur deux avec son papa et moi.
Donc tout en restant bien sûr dans la confidentialité des échanges qu'elle avait avec Tristan, mais nous aussi pour nous aiguiller en fait sur comment on pouvait comprendre ce qu'il vivait et le vocable, l'attitude à avoir pour essayer d'aider Tristan dans sa démarche. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple très Oui. pratico-pratique, tu vois, pour que ça puisse peut-être parler à certains parents? Ouais, complètement. Moi, je suis quelqu'un de plutôt sanguin. Quand Tristan venait au conflit verbalement, je m'emportais très vite. Voilà. Donc là, alors que ce n'était pas le cas de son papa. Son papa avait une capacité de résistance bien plus grande que moi, verbalement. Et donc là, j'ai appris, moi, à me calmer. Donc là, on ne parle même pas de Tristan. Hein. C'est ce que j'entends. Ouais, là, c'est d'abord moi, pour pouvoir lui laisser l'espace. C'est que là, il n'avait même pas l'espace, avec mon attitude, de pouvoir s'apaiser. Ouais, voilà. C'était en surenchère, en fait. Complètement. Donc là, on était en escalade tous les deux. Donc moi, j'ai appris à respirer, à me calmer. Ce qui n'est pas simple pour Tristan. C'est-à-dire que finalement, le fait que je me calme, il n'a plus de prise sur moi. Et ça le fait encore, maintenant, monter très vite. Mais malgré tout, les quelques fois où ça a pu désactiver ses colères sont autant de fois de gagner pour lui comme pour moi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La gestion du temps. Ça a été vraiment super important dans les échanges qu'on a eus, que ce soit avec Barclay ou que ce soit avec sa psychologue. C'était de lui laisser l'espace de la colère et d'entendre ce que Tristan nous disait. Et quand je dis nous disait, mais c'est qu'il nous dit encore, c'est « tu me demandes trop de choses en même temps ». Par exemple, on est dans la cuisine, et moi je suis, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. Voilà, dans mon cheminement c'est logique, le planning est là. Et sauf que mon fils me disait, mais maman, tu me demandes trop de choses en même temps. Je ne comprenais pas, en fait. Et maintenant, ils nous ont appris à une chose, il fait, on valide. Une autre, il fait, on valide. Et à chaque fois que je vais trop vite, je dis je, puisqu'on est séparés avec son papa. Oui, puis c'est bien que tu parles à ton endroit, c'est très bien. Voilà. À chaque fois que je vais trop vite, Tristan me le redit, et maintenant je l'entends. Et ça fait toute la différence. Ce qui fait que du coup, ça amène aussi des échanges, et pas simplement dans le jeu, mais dans la vie au quotidien, qui sont beaucoup plus faciles. Et pour lui, et pour moi. Donc j'imagine quand il était dans l'apprentissage, qu'il n'était pas détecté, tout ce tu en parlais tout à l'heure par rapport au rythme du matin, c'était vraiment très stressant est un faible mot. Mais moi je le prenais que pour moi, et maintenant j'ai compris que ça l'était pour lui aussi. Voilà, qu'il a dû faire sûrement de l'apprentissage dans la difficulté. Alors si on avait eu ces outils-là avant, et forcément ça aurait été plus doux pour tout le monde. Je m'autorise moi maintenant à quitter l'endroit où je suis avec Tristan s'il s'énerve et qu'il n'arrive pas à gérer, à redescendre. À redescendre. Ouais. Enfin, à gérer, c'est pas le terme, mais à redescendre. Ouais. À redescendre, voilà. Alors, il y a des choses qu'on a voulu mettre en place, puisque ça nous était proposé par la psychologue. C'était de rediscuter avec Tristan une fois que la crise était tombée. Sur beaucoup d'enfants TDAH, ça fonctionne en termes de prise de conscience. Pour l'instant, en tout cas, avec Tristan, ça ne fonctionne pas. Donc, je suis désolée, tu voulais des outils, mais il y a aussi les essais qu'on a faits et ce qui ne fonctionne pas avec lui. C'est-à-dire que comme il a maintenant, avec son âge, il a aussi la vision de lui-même et de ce qu'il fait et de l'impact que ça a. Il se réfugie encore dans... Bon, ça, c'est le trouble d'opposition. Dans non, ça n'existe pas, ça n'a pas existé.
tu fabules, maman, je n'ai jamais dit ça, etc. etc. Hmm. Il y a encore cette difficulté à avoir. Il faut qu'on fasse avec. Oui, et puis peut-être pour des enfants plus jeunes, j'ai un exemple qui me vient, mais tu vois, sur un enfant, bon, on va dire que les premiers diagnostics ils vont être faits vers allez, 5-6 ans, tu vois, le temps que ça se pose, donc c'est déjà tard. Ça veut dire que tu es passé par une période où les crises, finalement, tu les as. Elles ont existé sans que tu puisses mettre un mot dessus, en tout cas les associer ou pas au TDAH. Et vers 5-6 ans, si tu commences à faire un diagnostic et que tu demandes ce feedback, c'est très difficile à cet âge-là de pouvoir analyser et parfois poser des mots dessus. Tu vois, peut-être qu'en grandissant, en fonction de l'âge, tu peux avoir des fenêtres où c'est plus facile parce qu'il y a moins le regard de l'autre, ou on n'a pas encore son jardin secret, ça commence, mais tu vois, c'est pas encore trop présent. Mais je pense qu'en fonction de l'âge, c'est pas si facile que ça de verbaliser ce qui se passe. Déjà, nous, en tant qu'adultes, on n'a pas appris à le faire. Donc on n'a pas, on l'a peut-être pas transmis, ou on essaye de le faire tant bien que mal. C'est pas si facile que ça de mettre des mots sur ce qui se passe. Non, et puis c'est une responsabilité en fait. Mm. Voilà, il a la mémoire de ce qu'il a dit, je le vois. Mais c'est aussi se dire, mince, j'ai dit ça à maman, j'ai dit ça à ma soeur, j'ai dit ça à mon père. Oui, ça peut être culpabilisant. C'est complètement culpabilisant, puisque c'est un enfant qui a de belles valeurs, que je te disais, par rapport à l'empathie, par rapport à l'écoute des autres, etc. Et donc qu'il soit en capacité de le faire et d'être attentif à ça, de faire en sorte que ses amis le fassent dans son cadre perso, et de lui-même de ne pas être en capacité de le faire pour sa famille. Je pense que ça doit être effectivement très culpabilisant. Et la différence avec un enfant qui est détecté tôt, c'est qu'il a des schémas de pensée, et là on est sur les neurones qui se sont mis en place et qu'il faut déstructurer au fur et à mesure. Donc ça prend énormément de temps. Après, dans l'accompagnement, comme je te disais tout à l'heure, nous on a accepté la médication. Oui, je voulais qu'on en parle aussi. Ouais. Qu'est-ce qui vous a décidé sur la médicamentation ? De tester, déjà. Voilà, la première chose, c'était à partir du moment où on a été rassuré sur le fait qu'il n'y avait pas d'accoutumance qui était faite. Et Tristan, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais n'a jamais eu un super sommeil. Franchement, quand je vois sa sœur qui faisait des super nuits vite, et que lui, il a commencé à faire des nuits à peu près potables, à peu près, à 3 ans, ça a été l'enfer sur Terre. Pour nous, en tant que parents, ne serait-ce que sur le sommeil. Oui, 3 ans, c'est long. Hein. Sur ces années-là, c'est très très long. C'est très très long. Et même après ça, alors bon, maintenant il se rattrape un peu, plus en mode ado, mais malgré tout, son sommeil est très très compliqué. Encore. Et malgré le fait qu'il soit médicamenté. Donc il y avait cette histoire de on tente. Et quand je dis ça, c'est vraiment important parce que Tristan, au début, il voulait pas, parce qu'il avait peur de perdre qui il était. Bien sûr, d'être modifié, d'être transformé. Ouais, d'être modifié. Et il n'y a que cette approche-là en disant, de toute façon, on peut le réarrêter du jour au lendemain, si ça ne t'apporte rien, qui a fait qu'il a accepté. Vraiment, là, c'est la maman négociatrice qui a pris le relais. Et en fait, parce que je partais de l'exemple du fils de mon ami qui lui avait que Tristan connaît et qu'il apprécie. Et qu'il apprécie, voilà, c'est important. Avec qui ils ont échangé en fait quand le diagnostic de Tristan est posé. On a fait un apéritif entre maman et entre fils, et ils ont pu vraiment en parler, et je pense que ça l'a convaincu aussi de se dire, voilà, si Nathan l'a fait, moi je peux le tenter, je verrai si je reste qui je suis. Et en fait, du jour même, et là on se dit, mais pourquoi on n'a pas fait avant, quoi. Bref, exit, culpabilité. On ne changera pas ce qui s'est passé de toute façon. Du jour même, dans l'attention en classe, et je dirais, en fait, c'est pas comme ça qu'il me l'a verbalisé, il m'a dit, c'est plus facile, maman, et j'ai eu un compliment aujourd'hui d'un de mes profs sur ma capacité à participer posément en classe. C'est énorme.
Alors, j'en ressens encore, tu vois, je sais Ouais. pas si ça se sent, mais moi, voilà. Si, je le sens, j'en frissonne. Moi, je suis avec toi, je le sens. Voilà. Ça fait quelque Et chose, bien ça, sûr. C'est énorme pour un enfant à cet âge-là. tout de suite, en fait, tout de suite, ça a été ça. Donc, il a pointé du doigt tout de suite. Ah, j'ai encore, voilà, ça me parcourt. Il a pointé du doigt tout de suite que il pouvait rester lui-même, mais ça, c'était important pour lui. Mais finalement, en étant positif dans son apprentissage et dans son lieu d'apprentissage. Donc ça, super. La contrepartie de ça, c'est que physiologiquement, ça a été long à mettre en place. Il a eu physiquement des effets secondaires qui n'étaient pas positifs au niveau de ses intestins, par exemple. Okay. Voilà. Donc, parfois, il est toujours en train de se dire, de peser, en fait, entre le pour et le contre. Et est-ce que dans son cas, parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est que pour les adultes, tu pouvais réguler, c'est-à-dire que tu en prends un, par exemple, une fois dans la semaine, si tu sais que c'est une journée où tu vas avoir beaucoup de stimulation ou beaucoup de sollicitations. Est-ce que, en l'occurrence pour ton fils, c'est quelque chose qui est journalier, hebdomadaire, régulier? Comment vous abordez ce traitement-là? Ouais. Alors au début, on a fait du continu pendant plusieurs mois, week-end et école. Voilà. Et à un moment donné, de lui-même, il a voulu enlever le week-end. Et là, il y a bataille entre l'intérêt de l'enfant et l'intérêt des parents. Je te remercie d'être sincère à ce sujet-là. Bah oui, effectivement, tu sais que tu vas prendre cher le week-end, potentiellement. Ouais, voilà, bien sûr. C'est ça. C'est exactement ça, parce que malgré tout, il y a de la stimulation, il y a du sport, il y a des devoirs à faire, même s'il a beaucoup avancé par rapport à ça, que c'est plus simple pour lui, et que, arrivé, il va sur ses 16 ans, hein, donc ça fait quand même plusieurs mois qu'il s'autorégule par rapport à ça. J'avoue que parfois, selon son comportement, le soir, je lui demande, est-ce que tu as pris ton Medikinet ou est-ce que tu l'as pas pris? Que je sache à quoi m'attendre. Ouais, voilà, c'est ça. Et rétrospectivement, j'essaye en fait de lui faire comprendre voilà, l'impact que ça a sur notre vie de famille, de quand il le prend, de quand il le prend pas. Mais par contre, on le laisse juge sur ça. Pareil pour les vacances. Donc pendant les vacances, il n'en prend pas. Par contre, comme il a toujours la chance de partir en voyage avec son papa, ce qui a été un frein pour moi, vu son comportement, on lui en reparle avant en disant n'oublie pas que tu vas avoir telle sollicitation, etc. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux pour les vacances, dans ce contexte-là, que tu te médicamentes? Mais ça reste de son choix. On ne lui force pas. Et on accepte que pendant ce temps-là, ce ne soit pas le cas. Et par contre, pendant la période scolaire, c'est impératif. Et de toute façon, lui ne va pas contre ça. Il l'a intégré pour son bien. Voilà. Et il prend aussi de la Abilify. Donc ça, c'est par rapport à son sommeil. Et quand de temps en temps, il oublie, au bout de quelques nuits où il se réveille le matin, il se plaint, il n'a pas bien dormi. Tristan a mis des choses en place, mais j'y reviens juste après. Régule-moi dessus si j'oublie. Bien sûr. Par rapport à son sommeil. Au bout de 2-3 nuits où il me dit voilà, c'est compliqué. Et là, je lui demande t'as pris ton Abilify? Il me dit ah zut, j'ai oublié. Donc il sait aussi. En fait, voilà, il mesure les est bienfaits sur quelque chose le soir. Bien sûr. Et du coup, il oublie. Parce que finalement, on avait décidé que c'était devant moi qu'il le prenait. Devant chacun de ses parents qu'il le prenait au début de la médication. Et puis au fur et à mesure, maman, je suis grand, je peux le gérer. Mais donc c'était plus sous notre regard de parents, mais sous le sien. Et lui, pour pas oublier, il a juste bougé en fait l'endroit où était son Abilify. Voilà, il a trouvé des solutions lui-même parce qu'il s'est rendu compte que c'était plus préjudiciable pour lui de pas en prendre qu'en prendre. Donc par rapport à ce que Tristan a mis en place par rapport à son sommeil, et très tôt, quand je dis très tôt, c'est moi j'ai commencé à méditer il y a 7 ans, et donc j'ai fait tester la méditation à Tristan à ce moment-là, hein, donc on enlève 16-7, il était jeune. Il a mis en place lui-même, quand il n'arrivait pas à se calmer, de méditer. Ouais, ce qui peut paraître complètement paradoxal quand tu es TDAH.
Je me souviens au début, tu vois, quand on m'a dit tu devrais faire du yoga, c'était pas compatible en fait. Bah non, en fait, je peux pas, j'ai tellement la bougeotte, ça va être très très inconfortable. Et finalement, la pratique, si tu fais une heure par semaine, par exemple, ça va être au bout de la fin de l'heure que tu vas commencer à avoir les effets et à te concentrer. Mais ça met peut-être plus de temps, je suppose, par rapport aux gens qui ne sont pas DTH. Et c'est par la pratique, finalement, que tu vas aller beaucoup plus vite au chemin du... Alors, c'est pas du calme, mais moi, je dirais que ça rassemble. Ça rassemble. Moi, je dirais apaisement. L'apaisement, ouais, le calme, l'apaisement, c'est de cet ordre-là, ouais. Donc, Ouais. un conseil peut-être pour vous qui nous écoutez, si vous êtes diagnostiqué ou pour vos enfants, de se poser sur une forme de méditation. Il ne faut peut-être pas que ce soit trop contraignant au départ, mais d'aller vers ça, ça peut être une solution pour s'apaiser un petit peu, ouais. Et moi, j'avais acheté un livre, un livre audio. Oui, un livre audio, parce que livre, non. C'est trop dur. Non, ça va pas assez vite, les livres. Ouais. Voilà, déjà, les images, c'est compliqué. Donc, un livre audio, du coup, avec son casque, en fait, il y avait aussi ce côté de s'immerger dans un espace qui lui appartenait. Ouais, l'immersion pour être en hyperfocus. Exactement. Et alors, il est très... Mon chéri, pareil, si tu m'écoutes, ne m'en veux pas. Mais il a ses petits rituels, il se met sous une couverture. Voilà, il a ritualisé, en fait, ces moments-là. Super. Voilà, qui lui appartiennent. Il est maintenant, voilà, vu son âge, il est super autonome là-dessus. Et il le fait. Dans l'inverse, on lui a offert un punching ball. Pour l'hyperactivité. Se défouler. Voilà, se défouler dans un espace qui soit finalement sécure, avec les gants ou pas, mais voilà, en tout cas, qui ne soit pas les murs. Ouais. Voilà. Donc ça, il a mis des choses en place de lui-même et il s'autogère sur des séances de sport. Ok. Le sport, très bon outil pour gérer l'hyperactivité et pour travailler sur la concentration. Oui. Donc peut-être d'expérimenter, en tout cas d'inviter votre enfant à expérimenter plusieurs sports et voir celui qui lui apporte le plus de bien-être. Tu vois, j'ai l'exemple d'un enfant diagnostiqué de 6 ans, très corps à corps évidemment, il s'éclate dans le rugby. Tu vois, voilà. Il est très à l'aise parce que en termes de contact, ça lui convient. En termes de stratégie, il y a suffisamment de stimulation pour nourrir à cette énergie-là de trop-plein. Ouais, alors Tristan, il a toujours choisi finalement. Il a fait du judo une année quand il était plus jeune, de avoir 6 ans. Depuis, c'est foot, il y a de la piscine, maintenant c'est de la boxe. Donc, c'est quand même un contact qui est assez maîtrisé. Oui, c'est cadré et limité dans le temps. Ouais. Et en même temps, en boxe, si tu n'es pas concentré, tu ne peux pas déjà t'occuper de toi, donc tu ne peux pas esquiver les coups. Et ça te demande d'être extrêmement concentré pour analyser ton adversaire, pour boxer correctement. Donc, c'est ça. Très bon sport. Et aussi. là, c'est là où on a des limites. Il devait en faire 2 fois par semaine, et 2 fois, c'est trop. Voilà, ouais, comme quoi. Hein. Oui, c'est pour pas tomber, parce qu'on peut être aussi extrême pour réguler l'hyperactivité dans le sport. Tu vois, ça peut être le tout ou rien, c'est-à-dire que je vais faire 2, 3, 4 séances par semaine parce que ça me fait du bien. Mais finalement, on retombe dans l'extrême de je m'épuise et je me surstimule dans une pratique. Donc attention aussi à ça. Et pour compenser, parce qu'il le sent physiquement qu'il a besoin de se défouler, il s'autogère en fait. Il va courir, il prend son vélo, il se fait ses séances de muscu. Ouais. Mais en plus de la séance de boxe qu'il a, mais une séance de boxe avec le contact extérieur par semaine lui suffit amplement. Et il régule par la suite. Le reste, c'est en autonomie, uniquement. Voire, avec ce que tu disais, effectivement, en trop. C'est-à-dire que, maman, j'ai fait je ne sais pas trop combien de portées, j'ai mal au bras. Bah oui, mon fils, c'est logique, tu ne sais pas t'arrêter. Donc il apprend. Ce que je trouve intéressant dans ton partage sur les outils que vous avez pu mettre en place, c'est que finalement, il apprend
très jeune, 15 ans c'est très jeune, tu vois, même si un diagnostic est posé tard, selon toi, il apprend beaucoup plus vite que nous, qui avons été diagnostiqués après 35 ans, à avoir connaissance de soi, de ses limites. Là, j'ai dépassé, donc je fais attention à réguler, en fait. Tu vois, ce qui n'a pas du tout été appris quand on est diagnostiqué sur le tard, où on n'a pas appris finalement à se réguler, à s'écouter et à se limiter, entre guillemets, pour prendre soin de soi. Oui. Et il y a un autre aspect aussi, c'est dans l'orientation. C'est-à-dire que le fait qu'effectivement, il a eu un diagnostic tardif, mais dans sa chance assez tôt, puisqu'il a été diagnostiqué en 3e. C'était un moment charnière dans l'éducation française actuelle, voilà. Ou qu'est-ce que je vais faire après la 3e? Est-ce que je vais sur un parcours classique? Est-ce que je vais sur du pro? Est-ce que je vais en apprentissage, etc. Et donc, on l'a laissé faire son choix en se disant, puisqu'il fait avec acharnement et passion, alors passion et parfois acharnement, c'est plus doux, ce qui lui plaît, et ben laissons-le trouver sa voie. On lui fait confiance. On lui fait confiance. Il nous a montré qu'on pouvait avoir confiance en lui sur tous les choix qu'il a fait jusqu'à maintenant. On peut même parler de nourriture, on l'a pas abordé, mais voilà, c'est aussi quelque chose d'important parce qu'il y a des troubles un peu compulsifs au niveau du TDAH par rapport à la nourriture et au sucre, particulièrement pour lui. Mais voilà, on a décidé de lui faire confiance. Comme il a senti qu'il n'y avait pas de confrontation avec nous là-dessus, alors c'est challengeant pour les parents. J'imagine. Je veux faire ça dans telle école. Ok. Et si, non, c'est je ferai ça dans telle école. Ok. La seule chose qu'il a acceptée, mais parce qu'on lui a expliqué que c'était rassurant pour nous, c'était d'aller voir 2-3 écoles pour que lui puisse confirmer que l'école qu'il choisissait, c'était vraiment en adéquation avec l'environnement qu'il choisissait, qui est quand même, l'environnement est un cadre au niveau de l'infrastructure. Voilà, il y a les gens, mais il y a aussi le côté espace qui était important à prendre en compte. Et il a fait semblant, je sais pas si on peut dire qu'il s'est intéressé, mais il a fait semblant à 2 ou 3 autres parcours à côté parce que ça tombait bien, il y avait des copains qui allaient, peut-être plus pour aller faire des choses avec les copains, mais c'est pas grave, ça nous permettait d'en discuter après et nous d'essayer de lui donner des pistes de réflexion complémentaires. Et il est resté dans ce qu'il a choisi, c'est-à-dire qu'il est en seconde pro commerce, il s'éclate. Je n'ai jamais été aussi contente d'aller à des réunions, et son papa aussi, des réunions parents-profs, où les commentaires sont dithyrambiques, où on nous a même dit dernièrement, mais Tristan est en capacité de poursuivre ses études et de monter une boîte en même temps. Et oui, c'est l'avantage quand on est focusé. Ouais. On peut faire plein de choses qui nous plaisent. Laissez-le aller jusqu'à un niveau très haut, mais donnez-lui l'opportunité de s'exprimer toute sa créativité. N'ayez pas peur. Il est leader, il encourage les autres, il participe à bon escient. Et là, on se dit qu'il a bien bossé, quoi. Et qu'on a eu raison de lui faire confiance. Alors, je ne sais pas ce que sera demain, mais en tout cas, il a les outils pour pouvoir le faire. Et quand il ne le fait pas, quand il ne s'auto-discipline pas, parce qu'à son âge, maintenant, c'est aussi de sa responsabilité, il accepte les conséquences de ce qu'il n'a pas fait. J'ai envie de terminer sur cette note positive. Un mot de la fin très rapide, en une phrase, si tu devais conclure sur cet épisode, sur ce que ça te fait de témoigner aujourd'hui. Moi je commence à me connaître, je crois à la parole, je crois à l'exemplarité. C'est pour ça aussi que j'ai accepté de témoigner aujourd'hui, puisqu'on a dit des choses sur notre comportement de parents qui sont pas simples, mais qu'il faut accepter. S'il y avait un mot, c'est si vous avez un doute, un seul doute, faites faire le diagnostic. Voilà, quel que soit le cheminement pour l'enfant et pour vous, au bout, il y a de toute façon des clés. Quel que soit le résultat,
du diagnostic. Parce que si c'est pas ça, c'est peut-être autre chose. Donc continuez à chercher les clés parce que c'est épuisant. Alors on le voit pour le parent, mais c'est tellement épuisant pour l'enfant. Voilà, puisqu'on on le met dans des situations qu'il n'est pas en mesure de comprendre avec notre prisme et avec le prisme de la société. Il faut lui donner les clés. C'est notre rôle de parent. Il faut leur donner les clés. Merci Kate pour ce témoignage sincère, franc. À très bientôt et merci encore Kate pour ton témoignage. Merci Mathilde. #TDH